Depuis 1925, dans cette belle mairie, siège le conseil municipal communiste. À sa tête, son maire Georges Maran. Toujours réélu depuis 1925, la municipalité communiste a l'entière confiance de la population. Le problème du logement est l'un des plus importants auxquels Georges Maran se soit attaqué. Les hitlériens vaincus se vengèrent sur Ivry. Vous vous souvenez de la nuit tragique du 26 août. Une autre grande réalisation de la municipalité, les colonies de vacances. Pour ceux qui ne peuvent partir loin d'Ivry, le patronage laïque s'est efforcé de leur assurer le grand air. Les voici, arrivant en autocar dans la forêt de Sénart. Seuls les communistes sont capables d'assurer la renaissance de la France et de créer les conditions d'une existence libre et heureuse. Il y a en fait un mouvement qui a tendance à décentraliser en fait les actions de l'État, où effectivement on va mettre des charges supplémentaires sur les élus locaux, les mairies, etc., sans forcément d'ailleurs leur donner les moyens d'assumer ces charges supplémentaires de services. Et donc la police municipale, ça en fait un peu partie. Il y a 2 ans, on a eu Jean-Paul Benjamin, qui est un de nos citoyens, qui a été tué par la police nationale sur une affaire assez obscure que je vais pas étayer, mais il a laissé derrière lui une femme, 2 enfants, et il y a eu un choc dans la ville et dans les quartiers. Car les élus et le maire ont été avec les habitants pour partager cette douleur-là, pour partager les questionnements, les doutes. Et la réponse de l'État face à ça, ça a été de boucler le quartier des Bedottes pendant plus d'1 mois, avec une présence constante de CRS dans une ambiance quasiment d'occupation militaire. C'était des policiers, mais on était dans une ambiance d'occupation militaire. Ils étaient casqués, avec les armés, tout ce que tu veux. Et ça n'a pas du tout participé à baisser la tension et à résoudre un problème qui était vraiment politique, le rapport entre la police et la population. Et donc dans ces situations-là, nous, en tant que commune, on se retrouve entre deux feux. J'espère une reconquête la plus communiste possible aussi de ces territoires. Voilà. Bonsoir à tous. Ce soir, on est avec 2 invités. Donc premièrement, je suis avec Umit Yildiz, qui est conseiller municipal à Sevran. Donc il est élu encarté au Parti communiste français et il est délégué à la politique de la jeunesse de cette ville. Sevran, c'est en région parisienne pour ceux qui ne connaissent pas. Et on a aussi un petit invité surprise qui s'est ajouté au projet de live à la dernière minute, donc c'est pour ça qu'il n'est pas dans les communications, mais je l'ajouterai a posteriori sur la miniature de la rediffusion YouTube. C'est Thomas. Donc bonsoir à toi aussi Thomas. Bonsoir. Voilà, donc Thomas, toi tu es militant au PCF dans le Val-de-Marne. Donc avec vous deux ce soir, nous allons parler du Parti communiste français et plus particulièrement en premier lieu du Parti communiste français dans les banlieues, donc dans ce qu'on a appelé longtemps les banlieues rouges, parce que régulièrement le PCF est en fait réélu dans des communes où il est au pouvoir depuis des années et des années, d'où le nom de banlieue rouge. Donc j'ai une première question pour vous, peut-être plus pour Umit. Pendant longtemps, au XXe siècle notamment, on a parlé de communisme municipal. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Alors, le communisme municipal, en fait, ça regroupe un ensemble de pratiques communes aux mairies tenues par le PCF dans les années 50, 60, 70. Notamment dans la banlieue rouge, donc en banlieue parisienne, mais pas que. Et en fait, ça a été dans ces mairies communistes des politiques publiques très axées sur le service public, l'accès à l'éducation, au logement, à la santé, à la culture, au loisir aussi, avec des politiques qui ont posé des vrais galons en fait dans des choses qui sont considérées, qui sont aujourd'hui partagées par beaucoup de mairies en termes de politique municipale, que ce soit les colonies de vacances, que ce soit les centres municipaux de santé qui donnent accès à des médecins spécialistes à la population à moindre coût, ou la construction de HLM, je pense c'est l'image qui en ressort aujourd'hui le plus, mais qui à l'époque a été un vrai bouleversement positif dans la vie
dans les quartiers populaires. Il faut noter aussi que ça regroupe quand même des réalités parfois différentes d'une commune à l'autre, avec des enjeux politiques différents, avec une évolution aussi différente pour plein de raisons sur des questions de déclin ou de maintien dont on peut parler. Donc voilà, le communisme municipal, en gros, ça c'est les politiques qui ont été menées par le Parti communiste, qui ont posé des vrais galons dans ce qu'on considère comme étant une gestion municipale sociale, engagée pour les travailleurs, pour les classes populaires. Si tu as quelque chose à ajouter, Thomas, là-dessus. Non, pas en soi, c'est assez complet. Effectivement, c'est ça dans le global. Faut dire qu'il y a, je dirais, une dimension qui peut être un petit peu trompeuse dans le titre, parce que on peut se dire que c'est pas forcément compatible avec, on va dire, une idée révolutionnaire de transformation globale de la société, de dire qu'on fait du communisme à une échelle qui est beaucoup réduite et qui est inscrite dans les institutions à diverses périodes. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de communisme municipal, c'est plus un terme qui relève, on va dire, d'une dimension propagande pour dire, voilà, en fait, la démonstration de ce que serait une gestion communiste à une autre échelle, via la démonstration concrète que l'on peut agir à celle-là. Et donc, on devrait en réalité plutôt, d'un point de vue purement technique, parler de gestion communiste municipale, mais le terme communisme municipal, c'est plus une manière de démontrer que l'idée communiste, elle est concrète. C'est pas juste une idée qui attendra, on va dire, un grand soir, voilà, pour aboutir. Oui, donc en fait, ce que vous dites, c'est que le communisme municipal, ça a aussi un petit peu pour but de servir, entre guillemets, de vitrine de ce que pourrait proposer le parti à l'échelle nationale. Exactement, c'est une manière... tout en aidant les gens concrètement. Tout en aidant les gens concrètement, évidemment. De montrer aussi les compétences même des communistes à gérer des politiques publiques, de montrer qu'on sait faire, qu'on n'est pas simplement des propagandistes ou des utopistes ou je ne sais quoi, mais on sait de quoi on parle quand on parle de politique publique et quand on parle de transformer le quotidien, de transformer la vie de tout le monde, quoi. Bien sûr. Alors le Parti communiste français, c'est un parti de gauche, donc forcément, c'est un parti qui va s'adresser plutôt à des classes populaires, défavorisées, d'où le fait que généralement, il est plutôt élu dans des banlieues. Hein, c'est plutôt ça, le PCF, c'est plutôt un parti de banlieue, avec des populations qui ont des difficultés sociales particulières. Est-ce que vous, dans votre militantisme, ou notamment toi, Yumit, dans ton travail, puisque tu es délégué à la jeunesse, est-ce que vous êtes en première ligne face à ces difficultés ? Oui, totalement. Ouais. On est en première ligne à bien des égards. Déjà, voilà, quand on fait face, là je prends un exemple récent, mais pendant la crise Covid, on a eu des très gros problèmes sur l'accès à l'alimentation. Et ça, c'est des crises immédiates qu'il faut gérer, où les communes les élus se retrouvent en première ligne. Donc là-dessus, ça peut passer par l'organisation de distribution alimentaire, mais au-delà du palliatif, il y a des problèmes plus globaux, que ce soit sur l'inflation, sur les prix de l'énergie, sur l'accès à une alimentation riche et variée. Ça, c'est des sujets où on peut penser les communes plutôt impuissantes, et c'est vrai qu'elles peuvent pas tout faire. Mais là, typiquement, c'est ce qui va faire la différence, je pense, entre une mairie communiste et une mairie gestionnaire, entre guillemets, bonne gestionnaire. C'est que les mairies communistes, elles ont dans leur politique, dans l'attitude des élus, elles portent aussi des discours qui dépassent ceux de la commune, que ce soit sur des enjeux nationaux ou internationaux, et elles poussent sur des combats, sur des mobilisations qui dépassent la simple gestion municipale. Moi, je prends l'exemple à Sevran, voilà, on parle du quotidien, donc à Sevran, on avait eu des lignes de bus qui avaient raccourci leur trajet et qui avaient mis en difficulté beaucoup d'habitants c'était au moment en sortie de Covid, puis au moment de la crise des banlieues avec la mort de Naël. Donc il y avait Transdev, Île-de-France Mobilité qui en avait profité pour réduire des lignes,
réduire le passage des bus, et ça a mis énormément de gens en difficulté, puisque on a beaucoup d'habitants en fait qui comptent sur le transport public pour pouvoir aller au travail, aller faire ses courses, etc. Et c'est avec une mobilisation de la mairie, avec le maire, avec une pétition, avec des manifestations locales, qu'on a pu arracher une nouvelle ligne de bus, alors que avant ça, Transdev nous donnait des réponses qui étaient nulles, quoi. Il nous disait on verra à la mi-septembre, il n'y a rien du tout. Et finalement, voilà, avoir une mairie communiste, ça peut permettre de créer d'avoir un poids, de créer des rapports de force avec des institutions qui dépassent la ville et qui permettent d'arracher des victoires, voilà, qui peuvent améliorer un petit peu le quotidien des habitants. Alors tu as mentionné la période Naël, j'ai une petite question là-dessus. À ce moment-là, on a vu entre une partie de la jeunesse des banlieues et la police une vraie confrontation, une vraie méfiance. Le PCF, quand il est élu, il est dans une situation où il a aussi à gérer des enjeux de sécurité dans certaines banlieues, notamment avec une police municipale. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous vous positionnez dans ce genre de moment assez critique? T'as peut-être des éléments, Thomas, ou Oui, alors évidemment c'est assez complexe parce que évidemment c'est des événements qui restent assez exceptionnels, mais ça s'est produit à au moins 2 reprises, si on pense 2005 et donc cette année, avec quand même des différences, des spécificités dans chaque cas. Ce qui est certain, c'est que déjà, par exemple, si je réponds sur la police municipale avant de penser au reste, il y a en fait un mouvement qui a tendance à décentraliser en fait les actions de l'État, où effectivement on va mettre des charges supplémentaires sur les élus locaux, les mairies, etc., sans forcément d'ailleurs leur donner les moyens d'assumer ces charges supplémentaires de service. Et donc la police municipale, ça en fait un peu partie. Au niveau du Parti communiste, nous ce qu'on dit, et ça peut avoir l'air un peu contradictoire, c'est parce qu'on est pour le service public, je veux dire, mais c'est que nous, on est plutôt hostile au principe de police municipale, parce que on pense que le régalien, ça doit être d'abord quand même dépendant de l'État, et que c'est pas à l'État, on va dire, de décharger ses missions sur les élus locaux en se dédouanant de certains aspects du régalien, par exemple. Et en plus, ça a tendance du coup à mettre les villes en concurrence sur les politiques de police municipale. Bon, par exemple, on peut avoir des villes qui vont avoir tendance à choisir par exemple des polices assez dans une mission répressive. On a vu par exemple des villes d'Île-de-France, quand elles basculent à droite, choisir par exemple de s'orienter vers des brigades canines ou des polices armées. Ce qui n'est pas forcément le rôle d'une police municipale, ou en tout cas pas forcément la vision que vont avoir des élus dans une mairie communiste, où là on va plutôt avoir une police municipale qui va être, on va dire, je dirais, dans un rôle plutôt de médiation ou de tranquillité publique au quotidien, où, par exemple vous voyez, s'occuper de la circulation, etc., avoir une présence aussi là-dessus. Donc évidemment, comme l'État se désengage de certaines choses, on est obligé de compenser avec des politiques, et donc on va se retrouver quand même avec des maires communistes qui vont devoir prendre la décision de quand même avoir une police municipale. Et là, effectivement, on va se retrouver dans une politique qui va aussi être du coup démonstrative de la vision qu'on va avoir de la police. C'est-à-dire que on va plutôt choisir, comme je viens de te l'expliquer, des polices qui n'ont pas forcément la même mission, pas forcément une mission répressive avant tout. Voilà, sur les événements exceptionnels, en fait, on a été touché, et là, ce qu'on voit aussi, c'est que il n'y a pas forcément de, je dirais, de différence entre les villes qui ont été touchées, des villes, en fait c'est plutôt la sociologie des villes qui a joué, plutôt que est-ce qu'elles étaient dirigées par un communiste ou par autre chose, etc. Je ne saurais pas dire en fait s'il y a eu des différences de cibles qui ont été par exemple plus marquées dans certaines villes. Je sais que par exemple dans une ville du Val-de-Marne, il y a un maire qui n'est pas communiste, qui est de droite, qui est à l'air, qui a été menacé, qui a été même victime d'un attentat, le maire de La Île-et-Rose, et ça a beaucoup marqué, mais c'est pas arrivé par exemple à des maires communistes, mais j'irais pas dire que c'est parce qu'ils sont communistes, quoi. On peut pas savoir, on va dire précisément. Ce qui est sûr, c'est que il y a eu des cibles qui ont été attaquées un petit peu partout, des fois des services municipaux, des fois plutôt de l'alimentaire, etc. Et ce qu'on constate, c'est que il y a plus quand même il
y a quand même voilà, il y a des constances, mais il y a aussi beaucoup d'aléatoires sur ce qui s'est produit. Donc, je ne dirais pas faire de grandes conclusions sur est-ce que ça a joué ou pas dans ces événements-là la politique municipale des maires communistes, quoi. Pour redire un mot là-dessus, peut-être simplement rappeler aussi que sur la question de la sécurité locale, on parlait de la police municipale. Il faut savoir que la police municipale, en vérité, elle a des missions assez précises et en fait assez restreintes. C'est-à-dire que les villes de droite aiment bien faire de la police municipale un peu les cow-boys locaux ou un peu les agents de maintien de l'ordre, mais les missions de la police municipale, c'est sûrement pas du maintien de l'ordre et c'est sûrement pas du travail répressif face à des crimes et des délits. Et ça, faut vraiment l'avoir en tête, ça fait pas partie de leur mission. La mission de la police municipale, c'est essentiellement de la tranquillité publique dans une mesure vraiment très faible, des questions, je sais pas, des trucs qui relèvent pas de délit, et pour caricaturer, de mettre les PV, quoi, d'avoir de la présence en fait, de faire une présence. Donc quand on a des troubles qui touchent les villes, ce qui peut se passer en fait, c'est qu'on va avoir des élus qui vont venir directement sur le terrain, mais ça c'est pas un propre des villes tenues par le Parti communiste. C'est-à-dire que quand peut y avoir, je vais prendre l'exemple de Sevran, et je note d'ailleurs que Sevran n'est pas une ville gérée par les communistes. Notre maire Stéphane Blanchet, il est très à gauche, mais il est sans étiquette. Et dans la majorité, les plus gros groupes, c'est effectivement le groupe communiste, mais il y a aussi le groupe des Verts, un petit peu de socialistes, un petit peu d'insoumis, et un tiers de citoyens non encartés. Oui, l'étiquette, c'était divers gauche, c'est ça? Ouais, c'est ça, divers gauche, sans étiquette. Mais pour prendre un exemple qui s'est passé à Sevran, c'était il y a 2 ans, on a eu Jean-Paul Benjamin, qui est un de nos citoyens qui a été tué par la police nationale, sur une affaire assez obscure que je vais pas étayer, mais il a laissé derrière lui une femme, 2 enfants, et il y a eu un choc dans la ville et dans les quartiers, qui n'a pas mené à plus de violence que ça, mais les élus et le maire ont été avec les habitants pour partager cette douleur-là, pour partager les questionnements, les doutes, et la réponse de l'État face à ça, ça a été de boucler le quartier des Bedottes pendant plus d'1 mois, avec une présence constante de CRS dans une ambiance quasiment d'occupation militaire. C'était des policiers, mais on était dans une ambiance d'occupation militaire. Ils étaient casqués, voilà, avec les armés, tout ce que tu veux. Et ça n'a pas du tout participé à baisser la tension et à résoudre un problème qui était vraiment politique, de rapport entre la police et la population. Et donc dans ces situations-là, nous, en tant que commune, on se retrouve entre deux feux, entre un État, un préfet qui a une certaine manière de voir les choses, une certaine manière de gérer l'ordre public, et de l'autre côté, des habitants qui se sentent lésés, qui se sentent victimes et qui ont sans doute raison, d'injustice, d'un rapport particulier de la part de l'État face à eux. Et face à ça, les élus qui font partie d'ailleurs des habitants, en fait, essaient de se montrer solidaires, de faire aussi tampon pour éviter que des situations ne dégénèrent alors qu'elles ne devraient pas dégénérer, alors qu'elles ne dégénéreraient pas s'il n'y avait pas de telles réactions de part et d'autre. Je me souviens plus du début de la phrase, mais c'est pour dire, sur des situations comme ça, on a beaucoup d'élus en première ligne. Et la ville, sa priorité, voilà, c'est que les habitants aillent bien, et c'est aussi de protéger évidemment les services municipaux, que ce soit les écoles, le matériel, des trucs comme ça qui peuvent être victimes. Mais c'est pas du tout tout blanc tout noir, quoi. Il y a un équilibre à tenir. Alors on a une question de Chocolat en poudre qui est intéressante, qui dit: c'est quoi le rôle de délégué à la jeunesse dans une mairie? Les accueils de loisirs sont-ils une solution efficace dans la vie d'une ville pour aider les familles? Alors merci Chocolat en poudre pour ta question. Le rôle d'un délégué à la jeunesse dans une mairie, je vais commencer par ça, il n'est pas prédéfini. C'est-à-dire que
quand une équipe municipale se met en place, on choisit de répartir des délégations de manière totalement libre. Et en général, il y a des sujets qui reviennent, hein. Il y a toujours un adjoint aux finances, par exemple, un adjoint au sport, des choses comme ça, mais c'est pas automatique. Et ensuite, le contenu des délégations, de la même manière, il va résulter des choix politiques d'une majorité. Et en général, le sujet de la jeunesse, il est rangé avec le sujet des sports. C'est-à-dire qu'on a régulièrement un adjoint à la jeunesse et au sport. À Sevran, on a fait le choix de faire une délégation particulière sur le sujet de la jeunesse, parce qu'on sort de 20 ans assez troubles en matière de politique jeunesse dans la ville. Donc on a moi, voilà, qui suis délégué à la jeunesse. Et ce que ça veut dire, en fait, c'est alors de la même manière, toutes les mairies vont pas concevoir pareil le travail municipal. Et à Sevran, on ne considère pas que les délégations, c'est des précarés sur lesquels chacun tient la politique de la ville et personne n'y touche. Donc moi, je suis délégué à la jeunesse, mais ça ne veut pas dire que mes collègues ne vont pas influencer aussi la politique de la jeunesse, mais simplement, c'est moi qui vais avoir à charge d'impulser un peu la direction de la politique de la ville sur ce sujet-là. Donc ça va concerner voilà, tout ce qui va toucher les points d'accueil, comment ça s'appelle les points information jeunesse, les antennes jeunesse de la ville. Donc qu'est-ce qu'on va mettre en place comme politique pour aider à la mobilité, pour aider à l'insertion professionnelle, pour aider dans les études, à aider dans les démarches. Là, pour trouver un logement, ce genre de choses-là. Mais ça, c'est la manière dont on le conçoit. Par exemple, tu vas avoir d'autres villes où la jeunesse, ça va être étendu en fait jusqu'au tout petit. Donc nous, on a une délégation spécifique à la petite enfance, et ma délégation, qui est celle de la jeunesse, elle essaye de se concentrer plutôt sur une tranche d'âge, disons, fin collège, lycée, jusqu'à la trentaine, les gens en insertion, quoi. Donc mon rôle, ça va être voilà, de travailler avec les autres élus, de travailler avec le maire pour trouver en fait une direction politique, mettre en place des projets. Donc par exemple, là on est en train de mettre en place le conseil municipal de la jeunesse, notamment pour essayer de renouer un lien qui est perdu avec les jeunes de la ville, pour justement mieux définir la direction des politiques publiques. Mais on fait d'autres choses aussi. Et l'accueil de loisirs est-il une solution efficace concrètement dans la vie d'une ville pour aider les enfants et les familles? Ça, j'ai pas très bien compris la question, donc si tu peux préciser. Bon, en gros, je pense qu'il demandait si c'était quelque chose d'important, s'il y avait des attentes particulières du public vis-à-vis de ça. Je pense que c'est plutôt ça qu'il demandait. Sur la question de l'accueil des jeunes et des loisirs, bah, c'est une question importante, ouais, puisque on est confronté à un problème, mais qui se limite pas à Sevran, mais de lieux dédiés à la jeunesse, où les jeunes peuvent s'épanouir, pratiquer, discuter, se rencontrer. Donc la question de l'accueil, oui, elle est importante, d'avoir des locaux dédiés. Mais ça, c'est pas qu'une question locale, hein. Par exemple, des city-stades, des trucs comme ça, des endroits pour pratiquer le sport. Et en fait, pour éviter que les gens soient un peu livrés à eux-mêmes dans la rue, quoi, pour ainsi dire, ça passe par des parcs, mais ça concerne pas que la jeunesse. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Et est-ce que vous côtoyez d'autres gens de la NUPES et comment ça se passe avec eux? On sait que la NUPES est troublée ces derniers mois. Sur le terrain, comment ça se passe? Tu veux commencer, Thomas? Bah, je pense qu'en tant qu'élu, ça aurait pu être intéressant que t'en parles. Mais je peux dire d'une part que c'est un peu compliqué de parler, on va dire, de gens de la NUPES, parce que en soi, les relations entre partis au niveau local, elles préexistent très largement à la NUPES. Je pense que c'est une nouvelle pour personne. Et donc, on n'a pas en fait attendu, on va dire, que la NUPES existe pour qu'il se passe des choses, on va dire, en termes de connexion sur X ou Y lutte, etc. Si vous regardez par exemple les élections sénatoriales, dans la plupart
enfin l'AFI l'a d'ailleurs beaucoup reproché, mais dans la plupart, par exemple, des départements français qui étaient concernés, et notamment ceux de la région parisienne, il y a eu divers jeux d'alliance ou pas, selon les partis politiques, qui reflètent aussi, on va dire, certaines relations qui peuvent exister à des échelles diverses, quoi. Il y a des départements dans lesquels les relations entre partis de gauche sont très difficiles, d'autres où c'est plus facile, et à l'échelle des villes, ça redevient compliqué parce qu'il y a des fois des divergences par exemple, d'intérêts. Dans beaucoup de villes de gauche où la droite est, par exemple, menaçante au niveau municipal, ça va permettre des fois d'aider à construire des relations, on va dire, où tout le monde trouve son compte parce que c'est plus simple, on va dire, de s'unir contre la droite, par exemple. À l'inverse, une ville où il n'y a pas trop de menaces de droite, ça peut être plus compliqué parce qu'on peut se retrouver dans des situations où les ambitions personnelles de chacun et l'absence, on va dire, d'alternance de droite va potentiellement faire en sorte que ça a plus de sens de comparer des divers projets de gauche entre eux plutôt que d'essayer d'en composer un ensemble. Et si on regarde, c'est exactement la même chose en fait à l'échelle nationale, c'est-à-dire que il y a, on va dire, un intérêt que tous les partis ont vu à constituer la NUPES au moment de 2022. Parce que, évidemment, il y avait une droite qui était très très menaçante au niveau national sur les législatives. Par contre, ça a créé quand même beaucoup de friction au niveau local, donc on voit bien que des fois, voilà, l'ajustement en fait des relations peut se faire autour de ça. Et il n'y a pas évidemment que des relations sur le plan électoral, parce que les partis existent aussi sur le plan comment dire, militant. Et là-dessus, ça va être encore une fois au cas par cas. Il y a des campagnes qu'on va mener collectivement parce que pour des raisons évidentes, on va se retrouver, par exemple, je ne sais pas s'il y a une lutte syndicale ou quelque chose, je pense que Humit, il doit bien connaître ça dans la Seine-Saint-Denis, il y a des députés insoumis, c'est logique que les militants insoumis, les députés insoumis, etc., s'impliquent sur ces luttes-là, et c'est logique aussi que du coup, on retrouve les autres forces politiques qui vont essayer d'apporter ce qu'elles peuvent, qui vont agir aussi en fonction. Donc, les relations, elles dépendent pas du tout que de la NUPES, et ça, c'est quelque chose qui, je pense, pour les gens peut-être un peu moins politisés, la NUPES, c'est arrivé comme quelque chose de très nouveau, mais en fait, c'est un cadre qui est juste une nouvelle forme d'actualisation, on va dire, de cadres de discussion, de débat et d'élection qui ont toujours existé, en fait, sous des formes diverses, à diverses échelles, quoi. Oui. Moi, de mon côté, donc sur la NUPES, alors nous, il y a une NUPES locale qui existe, notamment du fait que ma députée, c'est Clémentine Autain, et donc évidemment on travaille avec elle, bien sûr. Nous aussi, mais là où je rejoins totalement Thomas, en fait, c'est que la NUPES, faut se remettre en tête que c'est un accord qui s'est fait voilà, au cadre national sur des élections législatives. Et en fait, pour dire les choses très franchement, à Sevran, au niveau local, la NUPES n'a strictement rien changé dans notre fonctionnement. La dynamique d'union, elle existait avant. On a même pris la mairie comme ça, avec une union de la gauche dès le premier tour. Mais on est aussi en lien avec les villes voisines du canton et du département d'un peu plus loin. Et la dynamique d'union qui existe à Sevran et dans le territoire existera aussi après la NUPES. En fait, ça a donné peut-être un prétexte pour dire les choses d'une certaine manière, pour créer une nouvelle conversation WhatsApp qui va s'appeler NUPES. Mais en fait, pour moi, au niveau local, la dynamique d'union, elle fonctionnait déjà, elle était déjà entamée et avancée, et la NUPES ne l'a ni facilité ni freiné. C'est-à-dire que les problématiques qu'on avait avant, on les a toujours, et ce qui fonctionnait bien avant fonctionne toujours bien. Et c'est un peu un écho similaire que j'ai moi dans les autres communes quand je demande aux camarades. Moi j'ai l'impression que la NUPES n'a pas vraiment permis de créer des dynamiques d'union là où il n'y en avait pas, et qu'elle n'a pas foncièrement changé les dynamiques et les dynamiques d'union là où elles existaient déjà, où elles fonctionnaient bien. Donc moi au niveau local j'ai pas grand chose à en dire. On n'a pas d'intergroupe municipal NUPES, on est déjà réunis au sein de la majorité. C'est pas des questions qui nous touchent particulièrement, même si on essaye de mener voilà, des actions conjointes avec d'autres partis, mais comme on l'a toujours fait, quoi. Et quand vous militez au niveau local, à quoi ça ressemble au quotidien les actions que vous pouvez faire?
Je peux parler de choses récentes. Alors nous, dans le Val-de-Marne, par exemple, ce qu'on fait depuis un petit moment maintenant, c'est des ventes solidaires, par exemple, de fruits et de légumes. Donc en fait, on se met en relation avec des producteurs et le principe, c'est tout simplement d'organiser des ventes, mais à des prix qui sont en fait évidemment beaucoup plus bas et aussi avec des produits qui vont être de bonne qualité. Donc c'est un petit peu dans la mouvance, utilisée Fabien Roussel, bien manger, etc. quoi. Mais l'idée, c'est de donner en fait accès à des produits de qualité sans passer par la grande distribution, et ça donne aussi l'occasion donc d'aider concrètement les gens parce que c'est du pouvoir d'achat gagné, mais également du coup de montrer de manière très concrète, par exemple, les effets de tout simplement des marges que font la grande distribution. Toutes les marges sont pas injustifiées, hein, il y a les salaires à payer, etc. Mais on sait qu'une bonne partie de l'inflation actuelle est liée aux marges, et donc ça nous permet en fait directement d'aller aborder les gens avec des sujets qui sont beaucoup plus concrets que juste avoir un tract ou faire des grands discours, quoi. Il y a cette idée d'être concret dans l'action qu'on fait, d'être utile aux personnes et en même temps de mettre de l'activité en fait dans les gestes qui sont des gestes militants, qui soient que aussi le fait d'être militant, c'est pas juste réfléchir dans son coin ou commenter la politique sur peu importe les réseaux, les plateformes ou quoi que ce soit, ou tout autre support, mais c'est aussi du coup agir, démontrer que l'action en fait a un impact, a un effet sur la vie, pour aussi du coup inciter les gens à montrer que voilà, en s'engageant, on peut agir sur les choses. Et évidemment, du coup, ça nous permet d'aborder les gens, de prendre des contacts, de montrer qu'on n'est pas juste là pour faire des discours, comme je disais. Et du coup, derrière, ça nous permet d'avoir des contacts pour monter des organisations, enfin, pour renforcer l'organisation et pour monter des actions plus là qui vont être plus politiques, quoi. Donc, par exemple, faire des rassemblements devant la préfecture, comme l'avait par exemple proposé Fabien Roussel, mais ça peut être évidemment d'autres événements plus festifs ou plus conviviaux, ou alors évidemment des débats, etc. sur, voilà. Par exemple, si tu as fait une campagne sur l'inflation, tu peux après essayer de ramener les gens vers un débat ou vers quelque chose où ils ne seraient pas allés d'eux-mêmes s'il n'y avait pas eu, on va dire, cette porte d'entrée et ce contact au travers de l'action. Je crois que Thomas a bien résumé pour tout le côté militantisme, travail de parti. Du côté des élus, ça va être au-delà de tout ce qui a déjà été dit, hein, et qu'on fait aussi. Ça va se faire beaucoup sur des comptes rendus en fait directement en tête à tête. Question aussi de collaboration. Donc je commence par là et après je vais aborder la question aussi de lutte à l'échelle municipale. Mais par exemple, nous, quand on a été élu, il y avait un projet à Sevran qui a été initié par l'ancien maire Stéphane Gatignon d'installation d'une vague de surf à Sevran, une vague de surf artificielle. Parce qu'on a 32 hectares de friches en fait dont il faut faire quelque chose. Et lui, il avait initié ce projet-là, où il avait déjà signé quelques documents avec un promoteur, donc ça avait bien avancé. Et nous, on a été élus en partie sur la promesse de revenir sur ce projet-là. Sauf qu'en tant que tel, si on l'annulait comme ça, on risquait le contentieux avec l'entreprise qui était à l'origine du projet, et on allait sans doute perdre. Donc ce qu'on a fait plutôt à la place, en fait, c'est d'aller directement au contact de la population, et on a créé avec ça un conseil participatif citoyen avec des habitants, avec des commerçants, des associations, et des représentants aussi des écoles et du lycée de la ville. Et avec ça, on a fait, en fait, on a donné les outils aux citoyens, donc les outils administratifs, locaux, temps, moyens techniques, pour élaborer un contre-projet. Et donc, nous, on a de la légitimité en tant qu'élus, mais eux, en tant qu'habitants, ils en ont encore plus. En fait, ils permettent, en nous aidant à construire la politique locale, à peser beaucoup mieux face aux contraintes qu'on peut rencontrer. Et donc, typiquement, sur ce sujet de la vague de surf, aujourd'hui, elle est abandonnée. On est plutôt sur la construction d'un nouveau quartier sur la ville, en lien avec des points d'eau, un peu à la mode écoquartier, mais aussi avec des équipements publics, des locaux associatifs. Et donc, on a vraiment construit le projet avec les habitants et pour les habitants.
et je pourrais même aller jusqu'à dire par les habitants, puisqu'en fait ils ont beaucoup plus mis leurs pattes dans le projet au final que le conseil municipal. Donc en tant que conseil municipal, voilà, le militantisme, ça passe par impliquer les citoyens en fait à la construction de la politique locale, aussi pour lui donner plus de légitimité et plus de poids. Maintenant, il y a aussi des questions qui partent directement de la population. Et là-dessus, le rôle de l'élu, ça va être de se poser en appui. Donc j'ai pris l'exemple des bus tout à l'heure. Il faut savoir que si nous, on bataillait avec Transdev d'un point de vue administratif, mail, la population, les habitants de Sevran, c'est les premiers à avoir lancé la pétition. Donc la mairie de Sevran, elle s'est mise en appui de cette pétition, elle a aidé à organiser des réunions publiques pour aller plus loin sur cette action-là. Donc il y a ce sujet-là, il y avait aussi, il y a eu un moment où le carrefour de Sevran a failli fermer, donc où ils voulaient remplacer en gros le carrefour par un Atacadao, qui est une filiale de Carrefour qui fait du semi-gros, et en gros ça aurait signifié la paupérisation d'un centre commercial qui est déjà mal en point, et un flux de camions ininterrompu toute la journée, avec en fait une dégradation concrètement du quartier où se trouve le carrefour et de l'accès à l'alimentation, aux biens de consommation. Et donc là-dessus, de la même manière, nous en tant que ville, on pèse pas tant que ça. Les habitants tout seuls, ils pèsent, mais ils n'ont pas forcément tous les moyens qu'il faut. Et donc là, typiquement, on a construit une contre-attaque avec la population, avec des pétitions, de la même manière, avec des réunions publiques où on a été sur le terrain, devant les écoles, pour informer la population, les inviter à se mobiliser avec nous. Et à la fin, Carrefour a reculé. Et aujourd'hui, je crois qu'ils veulent installer l'Atacadao à Aulnay-sous-Bois, dans la ville voisine tenue par la droite, et où le maire a rien à dire là-dessus, quoi. Lui, il s'en fiche de ce projet-là. Donc l'implication des élus, elle passe par un contact direct, par une élaboration des projets, des politiques publiques avec la population, et c'est des choses qui fonctionnent. Voilà, on le voit, c'est des choses qui fonctionnent, qui amènent vraiment des améliorations, qui empêchent des dégradations et qui apportent des améliorations dans le projet de ville. Bon, bah, déjà, je dirais que depuis que Fabien Roussel est à la tête du parti, les temps démocratiques ont été des temps qui ont quand même montré qu'il devenait de plus en plus solide en tout cas dans sa popularité et au niveau des camarades, comment dire, il n'est pas contesté en fait, si vous voulez. Aujourd'hui, je pense qu'au dernier congrès, il y a eu peut-être une vague il est quand même arrivé en difficulté en 2018. Il y a eu une situation tendue sur le congrès de 2018 qui l'avait porté à la tête du parti. Il faut savoir qu'un congrès, c'est pas un moment où on choisit juste on va dire la tête du parti, quoi. C'est un moment où il y a une définition plus claire, on va dire, de ligne et également des instances dirigeantes du parti. Et le secrétaire national fait partie des dirigeants du parti qui sont élus à ce moment-là, mais c'est pas le seul enjeu, on va dire, qu'il peut y avoir sur un congrès, quoi. Donc en 2018, il arrive dans une situation un petit peu difficile. Depuis, entre campagne présidentielle, mais avant campagne évidemment des européennes, campagne municipale, etc. Il y a eu beaucoup d'élections entre-temps, et il y a eu d'autres temps démocratiques, donc notamment un deuxième congrès qui a eu lieu cette année. Et ce congrès, il a échappé à aucun des commentateurs extérieurs que les résultats étaient étaient très très largement en sa faveur. Donc on va dire que peut exister à l'intérieur du parti des gens qui sont très hostiles à Fabien Roussel, mais de la même manière que en fait tous les leaders du Parti communiste en fait de leur histoire, contrairement à l'image peut-être un peu monolithique qu'on peut avoir du parti, ont toujours eu des contestataires. Si vous lisez par exemple le livre de Georges Marchais, L'espoir au présent, qui est sorti en 80, il y a un petit passage qui s'appelle même Les contestataires au Parti communiste et qui est en fait dédié aux gens qui le contestent à l'intérieur du parti. Et en fait, c'est pas nouveau. Pourtant, nous, on n'a pas l'image d'un Georges Marchais contesté à l'intérieur du parti, parce que évidemment, la contestation, si elle existait,
était évidemment minoritaire, et évidemment il y a des temps démocratiques qui permettent justement de montrer quels est aussi les points comment dire, de clivage, de divergence, etc. Après, c'est pas parce que Fabien est, comment dire, élu largement, ou en tout cas soutenu largement, que ça veut dire qu'il est tout le temps soutenu sur tous les points. Il peut y avoir évidemment des camarades qui ont voté même contre lui, mais qui sont d'accord avec lui sur plein de choses. Comme il y a évidemment des camarades qui ont voté pour lui, mais va avoir des points d'accrochage quand même importants sur X sujet ou X manière d'aborder tel sujet. Enfin, comme je vous dis, il y a une divergence, il y a, comment dire, il y a pas une divergence, je voulais dire, excusez-moi, une diversité dans les relations que peuvent entretenir les camarades avec la direction, avec leur manière d'entretenir les liens avec la direction. Et donc oui, aujourd'hui, je pense que ce qui apparaît clairement, c'est que le leadership de Fabien dans le parti n'est pas du tout contesté, même par ceux qui lui sont hostiles. Globalement, cela ne conteste pas sa légitimité à diriger le parti et à représenter les adhérents. Après, il y a évidemment des débats sur certaines questions ou sur certaines stratégies, comme ça a toujours eu lieu. Et là, il faut faire la part des choses entre positions politiques et puis divergences peut-être ou problèmes personnels que certains peuvent entretenir. Ouais. Moi, ma situation, sur cette question-là, elle est intéressante parce que moi, je suis dans un département, dans une fédération où le texte alternatif au dernier congrès a été largement porté et où c'est bien le texte alternatif, donc entre guillemets d'opposition à Fabien Roussel, même si c'est plus compliqué que ça, mais c'est bien ce texte-là qui est arrivé premier au dernier congrès. Bon, moi, il faut savoir que je suis arrivé au Parti communiste, Fabien Roussel était déjà là et ça a aussi joué dans ma décision, donc je ne sais pas comment c'était avant. Par contre, je peux dire que de l'extérieur, moi je voyais effectivement le Parti communiste un peu comme un monolithe où tout le monde était d'accord, tout le monde avançait comme un seul homme, et entre le militant et le stalinien, la frontière était très fine. Et j'ai été très surpris, vraiment très surpris et très agréablement surpris en arrivant à la section communiste de Sevran, de voir en fait la richesse des échanges et des débats qu'il y avait en interne. C'est-à-dire que moi, quand je les voyais de l'extérieur, ils avançaient comme un seul homme, ils avaient une stratégie à défendre. Et en fait, quand j'arrive aux assemblées générales de section, dans les réunions internes, en fait, ça s'engueule, ça a des positions différentes, ça débat de vive voix. Mais à la fin, on essaye de trouver un consensus, de trouver une position majoritaire, et tout le monde s'y tient. Et on retourne dans un échange qui est plein de respect, plein de camaraderie, plein d'amitié entre les adhérents. Et ça m'a beaucoup frappé, j'ai trouvé ça très sain, et c'est quelque chose pour moi qui est vraiment caractéristique du parti, c'est-à-dire que Fabien Roussel, il a été désigné secrétaire national à une très large majorité, mais c'est très loin d'être un blanc-seing pour lui. C'est-à-dire qu'il y a une adhésion quand même assez large dans le parti à sa personne, à sa candidature, à la stratégie qu'il porte. Mais dans tous les temps démocratiques du parti, il y a des critiques qui sont faites, il y a des améliorations qui sont suggérées, il y a des débats qui sont très vifs. Il y a des questions aussi qui à la fin ne sont pas forcément résolues et qui amènent nécessairement d'autres débats. Mais en fait, on discute, on parle, parfois on s'engueule, et on essaye d'avancer et de trouver des positions majoritaires, pas forcément consensuelles, mais des positions qui vont rassembler un maximum de monde. Pour moi, c'est quelque chose de très sain, et donc, oui, Fabien Roussel, il est soutenu, il est aussi critiqué, et en fait, pour moi, ça participe du fonctionnement sain d'un parti, quoi. Et on fonctionne comme ça. Alors pour donner un petit peu une idée de quels peuvent être les clivages internes au sein du parti, est-ce que vous pouvez donner des exemples des sujets justement sur lesquels vous pouvez vous disputer un petit peu en interne ? C'est une question qui n'est pas évidente, et puis y compris on n'a pas forcément envie d'afficher à l'extérieur certains débats, mais en fait ça peut toucher beaucoup de choses, c'est-à-dire que
va y avoir par exemple des contradictions qui vont se jouer tout simplement sur des divergences d'idées, parce que à partir du moment où on détermine qu'on a le droit de de porter les idées qu'on veut et de les développer librement et de les mettre au débat librement, fatalement peut y avoir un désaccord. Aujourd'hui par exemple au Parti communiste, si on adhère et qu'on est contre le nucléaire, il n'y a pas de problème, on a le droit d'être contre le nucléaire. Après, par contre, il y a une décision qui va être majoritairement portée dans des temps démocratiques, et ensuite il y a le choix que la personne fait. Soit cette question est tellement importante pour elle et c'est un clivage tellement important qu'elle ne peut pas rester, mais c'est un choix personnel, soit elle estime que bon, elle a perdu le débat et puis elle pourra éventuellement le reporter à un autre moment ou quoi que ce soit. D'autres divergences, ça peut être des divergences tactiques tout simplement. Par exemple, sur la question de la NUPES, ça a été une divergence statique. Il y en a qui ont vécu la NUPES comme quelque chose de très positif. Par exemple, ils étaient dans des territoires en difficulté, ou alors ils ont vu évidemment, et ça on est tous d'accord, que la difficulté nationale qu'on avait face à la droite et à l'extrême droite, et donc ils ont vu la perspective d'union comme une très bonne chose. Et il y en a d'autres qui évidemment ont vu la NUPES comme, comme un accord purement opportuniste, électoral, très très à l'avantage de la France insoumise, qui respectait pas les dimensions locales, etc. Avec tout un tas d'immenses divergences qu'on peut avoir aussi sur le programme de la NUPES lui-même. Et donc là-dessus, ça a créé des divergences, par exemple tactiques, entre ceux qui pouvaient être pour, ceux qui pouvaient être contre, ceux qui étaient modérément pour voilà. Et puis donc ça fait du débat. Et c'est évidemment, il y a des différences tactiques ensuite au niveau qui se déclinent à tous les niveaux. Et donc, comme je dis, la richesse des débats, elle peut toucher tout. Après, c'est un peu compliqué de dire qu'est-ce qui peut être des points de clivage. Aujourd'hui, ce qu'on a vu au dernier congrès, c'est le clivage principal quand même qui s'est exprimé. Et je pense que Humid sera d'accord, puisqu'ils se sont exprimés autour de seulement 2 textes, qui était plutôt pas le cas. Les fois d'avant, il y avait un peu plus de textes, un peu plus de positions. Et là, les 2 textes étaient quand même sur pas mal d'aspects très similaires. Il n'y avait pas énormément de fonds qui changeaient. Il y avait des dimensions économiques. Le texte numéro 2, par exemple, donc était plutôt celui qui était hostile à Fabien Roussel, portait, on va dire, certains courants philosophiques autour du communisme qui étaient un petit peu différents, imprégnés des idées, par exemple, de Bernard Friot ou Bernard Vasseur, qui sont des intellectuels proches, membres du Parti communiste, qui ont été influents sur ce texte-là. Et puis l'autre texte était beaucoup plus orienté sur les idées en fait qui sont portées aujourd'hui par les commissions majoritaires au Parti communiste, la commission écologie, la commission économie, etc., qui portent des voix un petit peu différentes. Donc il y avait ces différences philosophiques et qui se déclinent du coup de manière programmatique. Et puis il y avait évidemment, comme je te dis, les différences tactiques sur, par exemple, la relation avec la NUPES. Là où le texte de Fabien Roussel, ou porté par Fabien Roussel, était plus dans une optique, on va dire, pragmatique sur les alliances. Le texte 2 était plus sur une notion de il faut se construire autour de la notion d'union, etc. Et donc, comme l'union en ce moment c'est la NUPES, il faut poursuivre et amplifier et voilà, et trouver des voies pour démocratiser la NUPES, etc. Et donc le clivage qui pouvait avoir lieu dessus était du coup sur ces 2 visions, par exemple, du rassemblement ou de l'absence de rassemblement. Et de la manière dont on le porte. Donc voilà, ça pouvait faire 2 clivages comme ça différents, et ça c'est exprimé au dernier congrès. Et la position a été quand même très majoritairement du côté de Fabien sur cette question. Enfin, pas de Fabien, mais on va dire de la ligne qui était plutôt défendue par Fabien. Moi, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Effectivement, le plus gros point conflictuel qu'on a vu dans les derniers débats et au dernier congrès notamment, c'est la question de l'importance en fait de l'union comme stratégie politique et la place qu'on lui donne dans la stratégie du parti. Maintenant, pour te donner des exemples un peu de ce qui peut faire des petits accrochages, moi dans ma section. De temps en temps, il y a des petits échauffourées sur la politique médiatique de Fabien Roussel, par exemple, sur sa manière, voilà, d'essayer de jouer sur les petites phrases, de ce genre de choses-là, mais dans les 2 sens, hein, c'est-à-dire que moi j'ai des camarades qui trouvent ça très malin, ou qui trouvent au contraire que les attaques, que les reproches qu'on lui fait sont un peu abusés et sont de mauvaise foi. Et d'autres camarades qui vont dire que ça les dérange vraiment. Mais à la fin,
la fin, on va tous coller pour Fabien Roussel quand même, quoi. C'est pas quelque chose qui va provoquer un effondrement ou je sais pas quoi. Moi, j'ai mes sujets, hein, de la même manière, où je vais être moins d'accord avec la ligne directe du parti, comme sur l'Union européenne ou d'autres choses. Mais c'est jamais quelque chose qui va m'empêcher de continuer à militer pour le parti. Et justement parce que les débats peuvent se tenir, parce qu'on peut défendre nos arguments, on peut confronter les camarades avec qui on n'est pas d'accord, et à la fin, on voit qui on a convaincu et qui on n'a pas convaincu et comment les lignes avancent. Je pense simplement rappeler un fait sur un peu la santé démocratique du parti. C'est que Fabien Roussel, le moment où il a été désigné comme secrétaire national, il l'a fait en défendant un texte alternatif. Et c'est la première fois dans l'histoire du Parti communiste que c'est pas le texte de la majorité actuelle, mais un texte alternatif qui l'emporte à un congrès. Et ça pour moi, c'est un vrai signe de bonne santé démocratique, où on voit que les débats internes, les rapports de force peuvent amener à un changement réel de direction politique du parti. Si Donc, je peux, les désaccords sont utiles et honnêtes, quoi. si je peux ajouter un tout petit point, c'est surtout que du coup c'est un texte alternatif qui l'a emporté, mais ça n'a pas non plus détruit le parti, ça l'a pas scissionné, Ouais, ça l'a ouais, pas voilà. Et ça c'était aussi un des enjeux, c'est qu'en général quand une direction est minoritaire dans un parti, il y a un gros risque d'éclatement, comme ça s'est vu en fait même dans la fondation même du Parti communiste, puisque le Parti communiste a été fondé en 1920 sur en fait un éclatement en deux de la SFIO, où la direction justement de la SFIO était mise en minorité par ce qui allait devenir plus tard le Parti communiste français. Donc, et là, justement, on a plutôt été dans un cadre où il y avait des grosses frictions, parce que effectivement, quand une direction est mise en minorité, c'est qu'il y a des tensions importantes, mais ça a permis ensuite de reconstituer un cadre sur lequel il y a plus aujourd'hui d'unanimité. Et le dernier congrès a montré que il y avait un gros consensus, on va dire, sur le fait que les communistes trouvaient que c'était la bonne direction à prendre, même si bien sûr, il y en a qui sont pas convaincus, il y en a qui sont très hostiles. Après c'est le jeu, voilà, si on veut être démocratique, il faut tolérer la discorde aussi un peu, enfin en moins un peu. Alors, est-ce que vous auriez un mot de la fin pour conclure cette émission ? Je sais pas qui doit commencer. J'aurais dû désigner. Vas-y Thomas alors. Bon, du coup, comme on a brossé pas mal de sujets, c'est un peu compliqué de juste conclure sur tout. Je dirais quand même, pour revenir un petit peu au sujet de la banlieue rouge, tout ça, que il y a beaucoup de gens qui essaient de mettre la banlieue dans une petite case, pour dire c'est comme ci, c'est comme ça et tout. Et en fait, la banlieue, c'est plein de grosses contradictions. C'est plein de profils différents. C'est des concentrations en fait aussi de personnes qui sont importantes. La petite couronne parisienne, c'est des millions d'habitants, c'est énorme. Et si en étant à toute l'île de France, on est sur la région la plus peuplée de France, avec une bonne partie de cette population qui vit en banlieue. Et donc il y a énormément en fait de diversité de profils, énormément de richesse, de diversité de toutes les natures qui soient, sur la relation au travail, la relation aux institutions, la relation à la région, à la ville dans laquelle les gens vivent, etc. Et au type de logement que les gens ont, au type du coup de problématiques qui vont découler de tous ces aspects-là. Et donc je dirais que il faut éviter et se garder de penser, on va dire, la banlieue dans des schémas très simplistes, sous prétexte qu'il y a des dimensions qui en ressortent facilement ou qui sont plus peut-être facilement identifiables. Par exemple, parler un peu de la NUPES, il y a une surreprésentation de la NUPES dans les banlieues populaires par rapport au reste du pays, et donc ça a aussi impacté la vision qu'avaient certains, notamment de représentants de la NUPES, de considérer aussi certaines stratégies autour de ça. Et en fait, je pense qu'il faut se garder de tout ça, parce que il faut noter justement la complexité de ce que peut être en fait être
comment dire, être un élu ou être un militant dans des quartiers populaires où tu as les réalités qui vont se confronter entre effectivement des gens qui sont issus de l'immigration, des gens qui ne le sont pas, des gens qui sont issus de l'immigration européenne ou pas, des gens qui sont là depuis très très longtemps, comme ça peut être le cas d'ouvriers qui aujourd'hui par exemple sont à la retraite et vivent toujours dans les logements HLM qu'ils ont eu dans les grands projets de construction des années 70. C'est des villes qui sont énormément en train de changer parce qu'il y a énormément de pression démographique, également de pression sur le logement, sur les grands projets qui sont aussi qui existent encore, même s'ils ne sont pas dans les dimensions qu'il y a dans les années 60. Et tout ça fait que il y a une dimension qui est très complexe de comprendre en fait les banlieues, et le Parti communiste, de par son implantation historique, a effectivement connu dans ces banlieues je dirais le même déclin qu'il a pu connaître au niveau national, mais avec du coup les subtilités du fait que beaucoup de son impact dans ces banlieues, jusqu'au nom des rues, au nom des gymnases, des lycées, etc., est constitutif aussi de l'environnement des gens qui y vivent, avec du coup des choses qui sont considérées même comme tout à fait normales par certaines personnes. Moi, par exemple, pour venir de villes communistes, dans le Val-de-Marne, les villes communistes, l'un des aspects, par exemple, de la politique municipale qui est assez partagé, c'est la gratuité des affaires scolaires. Il y a des gens qui sont là depuis tellement longtemps dans le Val-de-Marne qui pensent que c'est normal, en fait, que c'est partout comme ça en France. C'est-à-dire que pour eux, c'est même pas une politique communiste, c'est juste normal. Et ça implique aussi, par exemple, des complexités sur la relation même qu'on a entre les mesures qui sont portées, l'impact qu'on a sur le territoire ou sur la vie des gens, et la relation qu'ils entretiennent même avec ça, la façon. Et donc tout ça, voilà, moi je me garderais d'avoir des simplifications trop importantes, mais je pense que c'est un territoire de conquête politique et un territoire aussi où il faut justement toujours réinventer la manière dont on agit auprès des populations pour comprendre en fait et vivre vraiment tellement la diversité d'aspirations qui peut exister et qui est hyper importante pour saisir en fait les enjeux de ces populations, de ces territoires, et je pense, j'espère, une reconquête la plus communiste possible aussi de ces territoires. Voilà. Ouais, moi, un petit mot, je vais essayer d'être un tout petit peu court, mais c'est vrai que je regrette un petit peu, peut-être qu'on n'ait pas plus précisé un peu les politiques locales, c'est-à-dire les enjeux des politiques municipales, comment aussi ont évolué les communes depuis la grande époque des banlieues rouges jusqu'à aujourd'hui, les raisons du déclin, la perte de moyens des communes, et quand même les leviers sur lesquels on peut jouer. Mais j'espère quand même qu'avec les exemples, la discussion qu'on a eue, on a pu quand même en convaincre certains que tout n'est pas perdu en politique, qu'il y a quand même des choses qui changent concrètement le quotidien des gens, et surtout qui créent des points en fait sur lesquels on peut s'appuyer pour faire en fait la démonstration de notre capacité de gestion, de montrer qu'il y a une autre gestion politique qui est possible à l'échelle de la commune, à l'échelle de la nation aussi. Et poser des galons en fait pour qu'il y ait une vraie perspective révolutionnaire dans le fonctionnement du système. Parce qu'en fait, au Parti communiste et même dans d'autres mouvements, en vérité, on prône des grandes idées, mais on est très loin d'être des amateurs, et on est très loin de ne s'appuyer sur rien en fait. On s'appuie sur beaucoup de choses, sur des chercheurs, sur des gens extrêmement compétents, et aussi sur des expériences menées pour proposer des vrais projets de contre-société avec une vraie perspective révolutionnaire. Donc si ça a pu vous intéresser un peu sur ce qui peut se passer autour de vous dans votre commune, moi je vous invite vraiment à aller vous y intéresser, vous impliquer dans ces domaines-là, parce que c'est l'échelon le plus proche de vous, donc c'est aussi celui sur lequel vous avez le plus moyen de contrôle et d'action. Voilà. Eh bien, merci Humit et merci Thomas, et merci à tous nos auditeurs qui nous ont écoutés. L'émission sera évidemment rediffusée dans les prochains jours comme les autres sur notre chaîne YouTube, donc la chaîne de Gavroche. Et je vous dis au revoir. Au revoir. Salut.